Bonjour et bienvenue aujourd'hui à ce rendez-vous économique. Aujourd'hui, nous allons parler des indicateurs macroéconomiques et des perspectives d'avenir, notamment dans ce contexte mondial qui évolue, faut-il le dire, dans un environnement empreint d'incertitudes en conséquence des perturbations géopolitiques, mais aussi d'autres risques qui émergent. Je citerai par exemple les changements climatiques. Pour en parler de tout ça, je suis ravie de recevoir aujourd'hui le professeur Abdelrahmi Bissaha. Vous êtes expert international en macroéconomique et ancien staff du FMI, le Fonds monétaire international. Marhaba, Monsieur Bissaha. Merci beaucoup pour votre accueil et merci de m'avoir invité. C'est moi. Monsieur Bissaha, pour entamer cet entretien économique, permettez-moi de commencer par le dernier événement économique, à savoir l'adoption du projet de loi des finances pour 2026 au niveau du Parlement à l'APN. Monsieur Bissaha, au-delà des chiffres et des montants budgétaires, des prévisions des recettes, le véritable défi aujourd'hui pour le pouvoir des publics, c'est à la fois d'assurer la préservation du pouvoir d'achat et d'équilibrer les dépenses publiques. C'est-à-dire comment arriver à stabiliser ces dépenses publiques? L'adoption, la discussion et l'adoption d'un budget est un moment extrêmement important dans la vie économique d'un pays. Le budget, ce n'est pas un cadre comptable uniquement, c'est un outil de gestion macroéconomique, mais aussi il reflète les priorités politiques, économiques et géostratégiques du pays. Et l'Algérie fait face, comme beaucoup d'autres pays, à des pressions sur le plan budgétaire, vu la multitude des enjeux structurels qui sont là, les nouvelles chaînes de valeur, la pandémie, je dirais le défi démographique. Nous allons passer à 60 millions d'habitants en 2050, le réchauffement climatique, donc autant de sujets qui se reflètent dans le budget, y compris bien entendu les tensions géopolitiques, qu'ils soient au niveau international ou au niveau régional. Donc le budget reflète ces défis internationaux, mais il reflète aussi les défis de l'Algérie, c'est-à-dire aujourd'hui maintenir la stabilité macroéconomique, préserver le pouvoir d'achat et continuer à assurer, bien entendu, une redistribution sociale pour assurer la cohésion sociale du pays. Mais justement, comment stabiliser ces dépenses? Alors, il faut regarder, pour parler des dépenses, nous sommes obligés de regarder les recettes. Le budget de 2026, il se caractérise par une certaine stagnation des recettes, 2026, 2027, 2028 aussi, parce que le budget est placé dans une perspective macroéconomique à moyen terme. Mais parallèlement, il y a une certaine stabilité en termes de pourcentage du PIB des dépenses courantes et une baisse des dépenses en capital. Alors, il y a un élément important qu'il faudrait qu'on souligne au niveau des recettes. C'est que si on regarde les chiffres entre 2000 et aujourd'hui 2025, nous constatons qu'il y a une remontée des recettes hors pétrole par rapport aux recettes pétrolières. Et cette remontée des recettes hors pétrole vont continuer à se faire dans le cadre du budget 2026 et dans le cadre et à fin 2030. Donc c'est un point positif. Un point parfois, par contre, à souligner, c'est que les recettes fiscales se situent à 10,5% du PIB. Elles resteront dans ces eaux à l'horizon 2030 si il n'y a pas de mesures qui sont faites, parce que le minimum que l'Algérie peut recouvrer, c'est 15% du PIB. C'est le minimum. Et l'Algérie a les moyens de passer même à 15 et beaucoup plus. Qu'est-ce que vous préconisez dans Bien sûr, je préconise tout simplement de remettre à plat la politique fiscale, c'est-à-dire les taux d'imposition, l'assiette. Je préconise de rebooster l'administration fiscale. Je vous donnerai un chiffre. Dans les pays avancés, l'administration fiscale dépense 1,5 pour recouvrer 1. Ici, nous dépensons 3,5 pour recouvrer 1. Et le troisième élément, c'est la floraison des exonérations. Les exonérations, c'est un produit du passé pour stimuler l'investissement. Aujourd'hui, les investisseurs demandent la stabilité fiscale. Donc voici les pistes pour recouvrer un meilleur impôt. Parce que plus vous avez un meilleur impôt, vous avez une meilleure activité, vous pouvez bien entendu assurer le financement de vos dépenses courantes sur la base des priorités aujourd'hui déterminées par le pays. Les deux gros postes, comme vous le savez très bien, c'est la masse salariale et c'est les transferts qui pèsent très lourd, 91% des dépenses courantes. Ceci étant, quand on regarde le budget 2026 et on l'inscrit dans la perspective 2028, il y a un maintien, je dirais,
un ralentissement de la croissance des dépenses. Donc il y a un premier élément vers une stratégie de ralentissement des dépenses courantes. Il y a un deuxième élément, c'est le ralentissement de la part des investissements par rapport au PIB, mais je pense que ça traduit une approche positive, c'est-à-dire non plus une approche volume, mais une approche qualité. Pour une raison toute simple, c'est que quand on regarde les investissements en Algérie, il y a un certain nombre de problèmes. D'abord, il y a le choix des investissements, il y a, je dirais, l'efficacité marginale du capital, on dépense vite pour avoir un, il y a des retards, etc. Ce qui fait que le volume est important, il est là, mais l'efficience en termes de création d'emplois, de croissance, reste à redoubler. Voilà, ça c'est les grands problèmes. Le dernier problème, c'est le financement des déficits. Et il faut trouver un équilibre entre croissance et viabilité budgétaire. Donc il y a entre cette interaction entre l'inflation, croissance, finances publiques et même le secteur externe. Qu'est-ce que vous préconisez comme réforme structurelle qui devrait accompagner la mise en place d'un cadre macroéconomique à moyen terme pour promouvoir ou insuffler cette résilience économique? Vous posez une question excellente. En économie, il faut travailler sur tout en même temps, pour une raison toute simple. C'est que l'économie, quand vous prenez une décision, elle a un impact négatif sur un secteur et un impact positif. Elle a un impact négatif et positif en amont et en aval. Donc il faut avancer de façon globale et cohérente. C'est pour ça qu'il est très important que notre pays, d'abord, mettre en place des politiques macroéconomiques qui soient cohérentes, mais en même temps un certain nombre de mesures structurelles pour améliorer la gestion de l'économie, réformer la gestion financière, mettre en place un cadre qui soit propice à l'investissement privé, mettre en place des politiques qui puissent renforcer la productivité de l'économie, parce qu'aujourd'hui la croissance ne vient pas de l'innovation, elle vient tout simplement de l'accumulation du capital et du travail, et renforcer aussi la compétitivité du pays. Donc c'est un tout, c'est un global, il faut avancer en même temps, mais il faut se donner les outils. Il faut se donner un cadre macroéconomique à moyen terme, il faut se donner un cadre budgétaire à moyen terme, parce qu'il n'y a plus de budget annuel, mais ce sont des budgets multi-annuels. Donc c'est très important. Mais il faut aussi une stratégie de développement, parce que si vous avez des projets, un projet a besoin d'une cohérence intrasectorielle, mais aussi intersectorielle. Donc il est important d'avoir une stratégie de développement, une stratégie d'investissement, et cette stratégie de développement et d'investissement devra être, bien entendu, appuyée par une stratégie budgétaire. De promouvoir une croissance réellement inclusive et productive. Absolument. La croissance inclusive et productive vient de l'investissement. L'investissement vient d'une stratégie et de choix publics. Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on veut investir? Il est important aujourd'hui que l'Algérie diminue ses dépenses courantes, les oriente vers l'investissement, mais dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Moi, je pense à la numérisation, je pense aux énergies non renouvelables, je pense aux nouvelles technologies. Je pense que c'est là qu'il faut mettre l'accent. Parce que si vous regardez aujourd'hui le PIB, 45% sont des services à très faible valeur ajoutée. C'est le commerce, c'est le transport, c'est les petits restaurants. C'est pas là qu'on va gagner des marges de croissance, c'est pas là qu'on va créer de l'emploi. Il y a des efforts qui se font dans ce sens. Il faudrait qu'il y ait des efforts. Il faudrait qu'il y ait encore plus d'efforts, d'autant plus que le monde avance sur le plan technologique. Moi, je peux vous dire qu'en Amérique, ils sont en train d'investir des centaines de milliards dans l'intelligence artificielle. L'Algérie peut profiter de cette occasion pour faire de même, pour mettre le paquet sur la numérisation, sur l'intelligence artificielle, sur les énergies renouvelables. Ce sont des secteurs à très forte valeur ajoutée qui vont créer de l'emploi et qui vont faire bondir la situation économique en Algérie. Très bien, mais il y a d'autres secteurs comme par exemple le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, a décliné récemment sa feuille de route où il a dit que le secteur minier il va avoir une importance capitale justement. Ça va booster un petit peu la croissance aussi. Tous les secteurs sont les bienvenus. Le secteur des ressources naturelles, le secteur des industries légères, le secteur des services, tous les secteurs doivent être retenus par les autorités, mais ils doivent être intégrés dans une démarche cohérente. Pourquoi? Parce qu'un projet,
c'est des effets en amont et en aval. Il faut que chaque projet qui se fasse de façon cohérente pour maximiser ses effets en termes de croissance et d'emploi. Donc j'insiste sur ce point fondamental. La stratégie économique, la stratégie d'investissement vient d'abord et après on valorise ça dans le cadre d'un budget qui est pas annuel mais triannuel. Voilà, c'est ça un peu la démarche. Et il faut avancer de façon cohérente. Il y a un point fondamental sur lequel j'insiste, c'est la cohérence macroéconomique aussi. Nous avons aujourd'hui un budget qui fait la part belle des dépenses courantes. Les dépenses courantes, c'est de la consommation. Il faut investir davantage. Nous avons aussi un taux de change qui est double. Or, la loi monétaire et bancaire précise que nous avons un taux de change unique. Parce que, prenons un exemple, l'investisseur, si vous attirez un investisseur, et une fois qu'il rapatrie sur ses dividendes, il ne va pas les rapatrier sur la base du taux officiel, ni sur la base du taux de change parallèle, qui n'est pas le taux de change d'équilibre. Donc c'est un taux quelque part, donc c'est très important. Oui, mais justement, j'ai une question dans ce sens. C'est-à-dire, dans quelle mesure la stabilité budgétaire influe-t-elle le taux de change, que ce soit aussi bien sur le marché officiel que sur le marché Absolument. Parallèle. Si vous avez un budget où les recettes ne couvrent pas les dépenses, qu'est-ce qui se passe? Tout dépend de la façon dont vous le financez. Vous pouvez le financer avec des ressources extérieures, mais les ressources extérieures ne sont pas mobilisables pour financer de la consommation. Vous pouvez le financer à partir de financements exceptionnels, c'est-à-dire le rééchelonnement, etc. Mais vous le financez aussi par la création monétaire. Or, la création monétaire, elle est source de quoi? D'abord, elle est source d'inflation. Elle est source de dépréciation de la monnaie nationale, elle est source aussi, je dirais, de déstabilisation financière, et elle est source bien entendu, de déstabilisation financière. Voilà. Donc vous avez trois éléments, et surtout, un point, j'allais l'oublier, c'est l'effet d'éviction, parce que chaque année, le pays fait un programme monétaire, et il alloue un montant d'investissement, je dirais un montant monétaire pour financer l'investissement. Si une grande partie est utilisée pour couvrir le déficit budgétaire, donc il reste très peu pour les investisseurs. Donc vous avez un effet d'éviction. Donc il est très important d'avoir un budget, je ne dis pas qu'il soit en équilibre, parce que ça n'a pas de sens d'avoir un budget en équilibre, même s'il y a un déficit, mais il faut que le déficit soit maîtrisé et financé par des ressources saines, de manière à préserver la croissance, éviter l'inflation, l'effet d'éviction, la dépréciation de la monnaie. Quelles sont les solutions selon vous? Les solutions, c'est d'abord de faire procéder à un rééquilibrage du budget, d'avoir des finances publiques qui sont saines. Et ça doit se faire de façon symétrique. D'abord, il faut regarder les recettes. Comme je vous disais, nous avons 10,5 du PIB, on peut aller jusqu'à 15 et on peut aller même jusqu'à 18. Il faut prendre les mesures de politique fiscale, il faut remettre à plat les taux, l'assiette, il faut regarder le fonctionnement de l'administration fiscale aux douanières, il faut regarder les exonérations, en a-t-on besoin? Autant chaque année, le budget est rempli d'une floraison d'exonérations. Il faut regarder le poids des dépenses courantes aussi, il faut regarder l'efficacité de l'investissement et il faut regarder la structure de financement du déficit. Donc vous avez toute une série de pistes que le gouvernement peut explorer et se donner une stratégie budgétaire à moyen terme, parce que ce sont des problèmes structurels, on ne les règle pas en une année. Donc il est important d'avoir une stratégie budgétaire articulée sur les recettes, les dépenses et le financement, mais en même temps, cette stratégie budgétaire doit être cohérente avec les fondamentaux macroéconomiques et surtout des réformes structurelles pour élargir l'offre, faire des choix sectoriels vers l'avenir, etc. Mais aussi, il faut tenir compte des chocs externes. Bien sûr, la démarche veut qu'on intègre les défis intérieurs, mais aussi nous devons intégrer les chocs extérieurs. Je dirais la démarche, la création d'une feuille de route répond aux contraintes internes, aux contraintes extérieures, parce que tout le monde fait partie de l'économie mondiale. Donc il faut essayer de prendre les mesures nécessaires pour se prémunir contre les chocs. C'est ce qu'on appelle améliorer la résilience. Et ça, c'est bien entendu en assainissant les fondamentaux, en prenant les mesures structurelles dans le temps pour améliorer la productivité, la compétitivité, la qualité de l'investissement et surtout utiliser les ressources avec efficacité.
Très bien. Et chaque fois, vous insistez sur l'importance de la programmation financière, justement pour aider comme élément de stabilité. C'est-à-dire comment ce cadre peut aider l'Algérie pour anticiper ces chocs ou ces contre-chocs, que ce soit pétrolier La programmation financière, la volatilité des prix des matières premières. La programmation financière, c'est un outil qui part de... D'abord, il y a quatre agents économiques dans l'économie. Il y a l'État, c'est la politique budgétaire. Le secteur extérieur, c'est la politique de change. Le secteur monétaire, c'est les structures financières. Et le secteur réel, c'est la croissance, etc. Donc ces 4 secteurs sont liés entre eux. La programmation financière vise d'abord à faire un constat macroéconomique et structurel de la situation du pays. Ensuite, sur la base des déséquilibres qui ont été identifiés, sélectionner, identifier les mesures idoines qui seront mises en place pour faire face aux déséquilibres macroéconomiques, pour faire face aux rigidités structurelles, pour faire face aux problèmes structurels, et étaler ce programme sur 3-4 ans. Bien entendu, cela demande un suivi rigoureux parce que la programmation financière, c'est d'abord et avant tout une série de projections. Nous sommes dans un monde mouvant, donc il faut qu'il y ait une équipe technique qui puisse suivre l'exécution de ce programme et le réajuster au fur et à mesure où on le déroule. C'est ça la programmation financière. Très bien. Donc on arrive à la dernière question et on ne peut pas conclure sans parler des perspectives. Il y a une nouvelle année qui se profile. Quels sont les scénarios selon vous? Alors les perspectives, soyons très clairs. L'Algérie a besoin de réformes. Si nous continuons sur ce trend, nous allons avoir bien entendu un affaiblissement de nos fondamentaux macroéconomiques. La croissance est aujourd'hui entre 3,5 et 4. Elle risque de baisser à 2,5 à l'horizon 2030. L'inflation, va rester plus ou moins aux environs de 3,5. Il y aura un déficit budgétaire qui va en s'accroissant. Il y aura bien entendu un déficit de la balance des paiements qui ira en s'accroissant. Et surtout, il y a une dette publique qui va augmenter. Ça, c'est le scénario 2030 si aucune réforme n'est mise en place. Il est donc urgent que l'Algérie se dote d'un plan de redressement sur le moyen terme en articulant les 3 axes, l'axe macroéconomique, le budget, la monnaie, l'inflation, le taux de change, les réformes structurelles pour augmenter la booster l'investissement, améliorer les conditions d'investissement du pays, etc. Et surtout faire des choix sectoriels parce que les secteurs sont très importants dans la démarche du développement. Très bien. Je vous remercie, M. Bssaha, pour votre temps. C'est très gentil. Merci pour l'accueil. Merci.